Eh ben, bonjour à toutes, au singulier, j'ai l'impression, et tous. Euh, on va parler bien sûr d'IA générative et de vibe coding, mais pas sous l'angle, est-ce que ça marche, comment ça marche, etc. Pas trop sous l'angle tech, mais surtout sous l'angle de l'impact sur le développement logiciel, et principalement le développement logiciel dans les grandes entreprises, chez les grands donneurs d'ordre et chez les ESN. Est-ce que ça sonne la fin des ESN ou pas? On va un certain nombre de chiffres pour commencer. Alors tous ces chiffres-là sont faux, parce qu'ils datent de quelques mois, et à la vitesse où les choses vont, eh bien probablement qu'on est à plus de... Ici, qui n'utilise pas l'IA? Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ok, zéro. Qui travaille en ESN? Voilà, il y en a pas mal quand même. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. Est-ce que vous travaillerez encore dans une ESN dans quelques années? Voilà, des chiffres qui montrent qu'aujourd'hui, l'utilisation... Alors, ça fait quelques temps qu'on utilise l'IA générative, enfin, qu'on n'appelait pas IA générative, l'IA pour développer, pour faire de la complétion de code, pour faire tout un tas de choses. Mais là, depuis maintenant 3 ans, on commence à générer des grosses parties de code, et depuis 6 mois, 1 an, des projets entiers uniquement avec l'IA. Je ne vais pas passer au travers de ces chiffres. Peut-être le deuxième, 27% de nouvelles tâches jamais faites sans IA. Et en fait, on s'aperçoit effectivement qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne ferait pas si on n'avait pas l'IA. Générer des scripts de plusieurs dizaines de lignes pour une utilisation unique, et on va les jeter après, on ne le faisait pas avant. Générer en quelques minutes toute un mock, c'est même pas des mocks, des données dans une base de données cohérente avec l'objet métier de la base de données pour pouvoir faire une démonstration live avec des vraies données au sens de la cohérence et du métier. C'est pareil, si on le fait, vous l'avez probablement fait avec l'IA très rapidement, et tout un tas de choses qu'on pouvait pas faire avant, qu'on peut maintenant. Et ce qu'on faisait avant, souvent on le fait beaucoup plus vite. On va supposer, là, on y reviendra plusieurs fois, là, il y a un x4 sur l'accélération des projets constatés. On va supposer qu'on est d'accord sur le fait que le vibe coding et l'IA générative accélère, augmente sensiblement, très sensiblement, énormément la productivité. C'est l'impact de ça qu'on va analyser. Plusieurs tendances de l'agentic coding, et c'est la seule partie qui va être vraiment où on va regarder à l'intérieur du capot. Donc la majorité de ces choses-là sont hérités d'un rapport d'Anthropic en début de cette année où ils ont regardé en fait comment étaient utilisées, quelles étaient les tendances, et ils ont essayé d'extrapoler ça dans les mois qui viennent. Alors premièrement, une transformation radicale même parfois du SDLC, le Software Development Life Cycle. Les entreprises, aujourd'hui nous on a un certain nombre de missions où on revoit complètement la méthodologie et le cycle de développement logiciel, y compris dans des grosses organisations, pour en faire un SDLC qu'on appelle un peu pompeusement AI native, qui utilise à 100% le potentiel de l'IA. Donc ça passe par l'utilisation d'agents de coding, mais aussi d'utilisation de surcouches de frameworks méthodologiques tels BMAD, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui permet de cadrer le développement et de se rendre aussi un peu plus indépendant de l'agent de coding précis qu'on utilise. Donc, une transformation radicale du SDLC. Des équipes multi-agents, on n'utilise plus un seul agent, et justement ces frameworks-là mettent en place by design et par défaut des équipes d'agents qui vont faire l'ensemble du boulot. Des agents qui travaillent à long terme aussi, c'est pas seulement quand je suis là, on a de plus en plus des agents qui se réveillent tout seuls, qui travaillent en tâches de fond, voire qui font pendant plusieurs heures des tâches de plusieurs heures. Bon, pour ceux qui ont pu expérimenter en quelques heures Fable 5, Fable 5 c'est fait pour ça, en grande partie. Travailler sur plusieurs heures sans interaction avec l'humain. Et l'interaction avec l'humain, elle est presque renversée, puisque en fait on a de la supervision intelligente. Là c'est l'agent qui fait appel à l'humain quand il a besoin d'une décision, quand il a besoin de quelque chose. Il y a encore de temps en temps, c'est souvent en fait où plusieurs choix dont C continue, et je pense que dans 90% des cas, tout le monde répond C, continuer sur l'ensemble des questions, que ce soit avec Claude Code ou avec Open Code. Là, de plus en plus, les agents vont être autonomes, et moi je le dis souvent, tu me poses une question seulement s'il y a une vraie décision à prendre, et là il pose beaucoup moins de questions, mais en fait ça vient built-in maintenant avec les agents. Sur le plan des capacités, il y a aussi des nouveaux usages. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Obsidian en combinaison avec Obsidian, c'est un outil pour gérer les notes, les to-do, les informations, voilà. Donc il y a plusieurs blog posts et il y a plusieurs cas d'utilisation qui sont super intéressants d'Obsidian avec Claude Code.
Donc Claude Code, c'est normalement fait pour faire du code. Là, on a des fichiers Markdown. Eh bien, avec un certain nombre de skills, on peut vraiment faire des choses très très intéressantes. Et moi, par exemple, qui n'ai jamais réussi à utiliser des to-do list, eh j'arrive grâce au combo Obsidian Claude Code. Je lui demande tous les matins qu'est-ce qu'il faut faire. Il me dit ce que j'ai à faire. Et puis, il me prépare le soir ma to-do list du lendemain, etc. En enregistrant automatiquement les réunions, en les poussant automatiquement dans Obsidian, mais tout ça, ça fonctionne de façon très fluide et bien. Donc des nouveaux usages qui se limitent pas au code aussi, et des usages aussi autour du développement logiciel qui se limitent pas au code, mais qui restent dans le périmètre du développement logiciel. Bon, des gains de productivité qui sont potentiellement énormes. Il y a 3 multiplicateurs, effectivement, les capacités des agents, l'expérience humaine et l'orchestration fait qu'on a, alors on dit, on va faire dans les petits calculs qu'on fera, on sera sur du x3. Sur certains projets, on est plus près du x10 que du x3. Et vécu. Donc à voir, en fait. Mais alors, c'est pas forcément sur tous les projets, mais à voir. La démocratisation aussi, puisqu'on a de plus en plus d'équipes non techniques qui commencent à utiliser Claude Code pour coder, en fait, pour faire des petites applications. Donc ça, c'est aussi les enjeux pour les informatiques internes. Pour ceux qui sont en IT interne, c'est l'informatique sauvage, on l'avait déjà avec Excel et Access, pardon. Avec Access, maintenant Access est plus trop utilisé, donc il y en a peut-être un peu moins. Mais avec ces outils-là, on la voit revenir à grande vitesse. Donc comment s'emparer de tout ça, on y reviendra aussi un tout petit peu. Et aussi la sécurité. L'IA améliore vraiment la sécurité, peut améliorer en faisant des audits bêtement sur l'application de la sécurité, mais l'IA, comme vous le savez, est aussi utilisée beaucoup pour trouver les failles de sécurité, ça c'est bien, mais les exploiter quand elle les a trouvées avant qu'elles soient corrigées, c'est le problème de Mythos et un peu de Fable aussi, mais je ne vais pas creuser ça. Et donc des deux côtés. Donc ça c'est un vrai enjeu aussi de utiliser l'IA bien au moment, et surtout quid de tout l'historique de code open source qui est déployé aujourd'hui, qui est accessible aujourd'hui par tout le monde et sur laquelle il faut faire ces passages-là. Donc les grosses entreprises du web et les grosses équipes de contributeurs open source, ils travaillent dessus puisqu'ils ont eu accès, en tout cas pour un certain nombre, à Mythos, mais il y a une vraie course en avant sur la sécurité. Voilà quelques tendances qu'on voit en fait et quelques évolutions qu'on voit sur l'utilisation des agents de code en 2026 et sur la suite. Et quelles conséquences à tout ça? Donc il y a un certain nombre de phrases qu'on a vues. Le développeur va disparaître. Est-ce que le développeur va vraiment disparaître? En fait non, pas vraiment. Mais par contre, la nature de son travail va changer radicalement. Frapper du code, moi je pense qu'en fait ça va ne plus exister. Quasiment plus exister, voire plus exister du tout. Revoir du code, oui, le modifier éventuellement à la ligne, ou demander aux agents de le modifier, de corriger directement, et taper directement du code, ça va être de moins en moins, et bientôt, certaines personnes qui vont travailler sur des projets informatiques, qui vont faire les tâches de développement, n'auront jamais tapé de code. Le pilote d'agent, ça reste un profil d'ingénieur, on va voir pourquoi, qui est exigeant, mais qui peut pas être débutant, même si faire un prototype en quelques minutes ou quelques heures avec Claude Code, c'est possible, mais ça reste un prototype. Et un prototype, c'est pas une application en production. Et c'est difficile parfois d'expliquer à quelqu'un qui arrive sur le marché du travail, c'est quoi la différence entre un prototype qui va lire des données en base, qui va mettre des données en base, qui va les afficher, et une application en production. Mais là, en fait, c'est nécessaire de le comprendre et de le savoir pour l'indiquer aux agents. Donc le métier se déplace en fait vers plus d'expertise en réalité, il y a tout un tas de tâches qui sont d'entrée de gamme, en tout cas qui sont automatisées aujourd'hui par les agents, qui vont complètement disparaître. Même le UX UI, le métier du UX UI, c'est une vraie question. On continue à en faire. De plus en plus, on utilise les agents pour le faire. Il y a tout un tas d'outils qui permettent de générer, de challenger, de proposer plusieurs expériences utilisateurs et interfaces utilisateurs et de faire choisir. Mais en fait, cette façon de travailler où je pose mon problème, je demande aux agents de me proposer un ensemble de solutions, un ensemble de design patterns, un ensemble de patterns d'architecture, de UX UI, et je choisis avec mon expérience, avec mon expertise, ce qui est le plus cohérent avec tout le reste, avec les besoins du client. C'est cette façon de travailler qui va se généraliser, avec deux conséquences. C'est une bonne nouvelle parce qu'encore une fois, augmentation de la productivité, mais la deuxième, en fait, il faut avoir envie et pouvoir
devenir en fait assumer ce nouveau rôle. Et ça c'est pas forcément tout le monde ne veut pas forcément et tout le monde ne peut pas forcément non plus d'ailleurs. Et on voit un ensemble de cases pour montrer que la façon de coder a évolué depuis le début, en fait, depuis l'assembleur et le code machine où on écrivait directement du code machine. L'arrivée des compilateurs, certains ne voulaient pas les utiliser parce qu'ils savaient pas maîtriser ce qui était compilé, le langage machine. Aujourd'hui, ça nous paraît fou, mais c'est la même chose quasiment pour quelqu'un qui a jamais codé, qui dit oui, moi je veux pas utiliser un agent de code parce que ça génère du Java et le Java, en fait, je veux vraiment comprendre ce que fait le Java. Ben, ça peut revenir à je veux comprendre ce que fait le langage machine. Voilà. Et chacune, en fait, a baissé le coût du code, a fait qu'on a développé plus de code, mais les développeurs n'ont jamais disparu jusque-là. Il n'y a pas de raison que le rôle disparaisse. Par contre, la nature du travail change énormément. Le vibe coding tue la qualité. Alors ça, c'est peut-être vrai, peut-être faux, ça dépend. C'est vrai si c'est pas encadré et s'il y a un certain nombre de prérequis qui sont pas mis en œuvre. Nous, le premier projet qu'on a fait, un projet de vibe coding, c'est en production, je veux dire, c'était novembre de l'année dernière. Un client vient nous voir en disant on doit produire pour fin d'année plus de 160 rapports réglementaires. On a une petite centaine de DB. On ne sait pas comment faire, et si on ne fait pas ça pour le 31 décembre, on a 300 000 € de pénalité. On leur a dit, on ne peut utiliser l'IA générative, vous faites ce que vous voulez, mais faites-moi l'application. On a réussi à la faire, on l'a mis en production fin d'année. Les rapports ont été poussés, et c'est la première application qui tourne depuis en production sans bug. On n'a jamais été obligé de revenir dessus. Alors l'avantage de ce type d'application, c'est que ce sont des specs qui sont hyper précises. Pourquoi? Parce que on a les specs précises des rapports à générer. Ça, c'est quasiment du JSON avec même des typages sur tout ce qu'il faut faire. Et on a les specs précises des données sources. On a les specs des formules pour passer de l'une à l'autre. Donc, il suffit, entre guillemets, de faire les X dizaines, centaines d'étapes pour arriver des données sources à la consolidation dans des rapports. Mais c'est des specs hyper précises. Et vous savez que c'est hyper adapté à l'utilisation par des agents, parce que en fait, comme vous le savez, j'y reviendrai pas là, les agents créent les tests unitaires en même temps, et à partir du moment où tous les tests unitaires passent comme décrit en respectant la spec, la probabilité que le produit final soit le bon, il est OK. Et donc ça, pour vous dire, on l'a fait en 10 jours et on a vendu 30 000 €, ce qui montre aussi un autre effet potentiellement positif de ce type de projet, c'est que la rentabilité d'un projet comme ça pour une ESN, elle est supérieure à du body shopping, parce que 30 000 divisé par 10, ça fait 3 000 jour homme, 3 000 € le jour homme, ça, on ne sait pas faire. Après, il faut les trouver, ces projets-là, c'est un autre sujet. Deux autres exemples dont vous avez entendu parler, OpenClaw, qui a été tout vibe codé, prototypé rapidement. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis pas que le code est bon ou pas bon, je suis même pas allé voir, je l'ai juste utilisé. Mais par contre, c'est hyper utilisé, ça a été utilisé par des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et puis, ça a été le repo qui a le cru le plus rapidement, le repo open source, qui a le cru le plus rapidement pour des projets en production. Alors, en production, faut voir ce que ça veut dire. C'est des projets qui sont réellement utilisés, on va dire. Et enfin, Y Combinator, en 2025, il y avait un quart des startups qui avaient une base de code qui était, on dit supérieure à 80%. Donc ça veut dire 100% généré par l'IA. Ce qui pose aussi d'autres questions sur la barrière à l'entrée pour ce type d'entreprise. Mais c'est un autre sujet. Donc là, la qualité ne dépend plus de qui écrit, mais de comment les données, comment les instructions sont passées, comment on relie le code et comment on interagit avec un agent. Et là, je me suis amusé, en fait, à reprendre les principes de base de la délégation. Pas de l'agentic coding, mais de la délégation en entreprise. Un manager qui doit déléguer, quels sont les principes qu'il doit respecter? C'est marrant de faire le parallèle avec le vibe coding. Premièrement, déléguer un résultat, pas une tâche. Spec-driven development, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est ça, en fait. C'est déléguer précisément le résultat attendu et pas comment le faire. Deuxièmement, déléguer l'exécution par la responsabilité. Alors ça, c'est intéressant, pas sous la comment j'utilise mes agents, mais pour garder à l'esprit que celui qui utilise l'agent garde la responsabilité totale de ce qui est développé. Vous n'allez pas voir ni le régulateur, ni vos clients en disant c'est pas moi, c'est Claude Code. Vous avez la responsabilité à 100%. Donc,
il faut le savoir et il faut donc au moins vérifier. Comme on dit, déléguer n'empêche pas contrôle. La délégation n'empêche pas le contrôle. Troisièmement, définir clairement le cadre. Si ça, c'est pas du prompt engineering, voilà. Adapter la maturité à la maturité de la personne. Alors ça, c'est encore différent, mais c'est intéressant quand on utilise plusieurs LLM. Parce que si vous avez quelqu'un qui est habitué à utiliser Claude Code et qui switch parce que sur du Qwen, par exemple, sur une infrastructure GPU qui n'est pas hyper puissante, s'il l'utilise de la même façon, OpenCode couplé à Qwen que Claude Code, il y aura des surprises en fait. Ça donne pas la même chose. Bon, alors c'est pas la maturité de la personne qui exécute, mais c'est la maturité et l'intelligence de l'agent. Et il faut aussi, c'est aussi une expertise qu'il faut avoir, de savoir travailler avec plusieurs typologies d'agents différentes, parce que toutes les organisations ne vont pas autoriser d'utiliser Anthropic sur tous les projets, dans le secteur de la défense par exemple. Et donc il faut savoir comment interagir avec les agents. S'adapter aux écosystèmes d'agents qu'on utilise. Contrôler sans reprendre la main, donc ça, c'est pas oublier de contrôler ce qui est fait. Donc, on l'a dit déjà quelques fois, on va le redire encore. Vérifier vraiment à chaque étape du projet ce qui se passe, les outputs, ce que fait l'agent, le corriger et puis continuer. Et enfin, accepter que ce soit fait différemment, ça c'est aussi intéressant parce que c'est souvent ce qui empêche les développeurs d'utiliser les agents. On dit oui, mais c'est pas bien. Alors déjà, c'est pas bien fait. Alors souvent, c'est pas fait comme moi je le ferais. Alors évidemment, mais ça marche quand même. Voilà. Et aussi, on dit, oui, ça fait des bugs. Je dis, oui, mais toi aussi, tu fais des bugs. Tout le monde fait des bugs. Voilà. Donc, accepter que ce soit fait différemment, c'est important, parce qu'on ne contrôle pas la même chose, en fait. On ne contrôle pas que le programme est développé de la même façon que j'aurais fait, ou même, voilà. Il faut vraiment contrôler le résultat et le respect des exigences. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir que si on applique simplement à l'agentic coding les principes de base de la délégation en management, on adresse 80% des enjeux clés d'une bonne utilisation de ces outils-là. C'est aussi pour ça qu'il faut de l'expérience. Autre chose, tout le monde peut coder maintenant. Alors, faux, parce que en fait, il y a même des développeurs, d'ailleurs, moi je m'aperçois, qu'il y a des gens qui développent aujourd'hui, qui ont beaucoup de mal à utiliser les agents, parce que il faut un mindset un peu particulier. J'arrive pas, si vous me demandez de le décrire, j'y arriverai pas, j'ai pas encore réussi, et c'est un enjeu. Mais il faut un mindset particulier. Alors oui, n'importe qui peut produire un écran ou deux écrans et faire une application qui est APOC. Mais par contre, il y a une complexité sous-jacente qu'il faut connaître, pas forcément maîtriser de bout en bout, mais qu'il faut connaître et appréhender. Le métier, c'est vraiment de décider quoi construire et pourquoi. Et c'est encore plus vrai quand on utilise les agents que quand on code. Voilà. Donc, non, tout le monde ne peut pas coder. La preuve, c'est que ce qu'on remarque sur un projet, c'est aujourd'hui, en fait, donc quand on utilise un écosystème d'argent, un chef de projet, un architecte, un UX, un DevOps, ce sont des agents qui vont collaborer entre eux pour faire un programme, un projet, une application, avec une seule personne, un orchestrateur. Cet orchestrateur-là, il ne doit pas être expert de chacune des activités et pas tout savoir à fond, mais il doit quand même connaître un peu de chacun. Savoir c'est quoi les différentes étapes d'un projet, c'est quoi ce que fait un chef de projet, ne serait-ce que c'est quoi un planning et des enjeux, et puis savoir que sur un planning, il y a des deadlines et des inputs qu'on attend du client à un moment donné, des validations, etc. L'architecture, il faut savoir c'est quoi une architecture, quelles sont les typologies d'architecture, en couches, hexagonales, etc., pour pouvoir choisir. Le UX, pareil, le développement, pareil, le DevOps, c'est pareil. Je dois savoir ce que c'est Terraform pour pouvoir lui demander de me faire un script Terraform plutôt qu'autre chose. Donc en fait, il faut avoir une connaissance, alors pas hyper profonde, mais pas non plus que de surface de chacun de ces domaines, et pouvoir les orchestrer. Ça, c'est pour faire du projet d'entreprise, pour faire du gros projet qui va en production, pas pour faire un POC. Là. Donc, aujourd'hui, on voit que là où il fallait 5 personnes avant, aujourd'hui, potentiellement, une seule pilote, et le résultat est fait plus vite, le même résultat est fait plus vite. Ce qui est un des problèmes pour les ESN, où là, on voit que potentiellement, même si le résultat était fait avec sur la même durée, on va dire, le chiffre d'affaires d'une ESN qui vend du Jérôme est divisé par 5. Et encore une fois, 5, c'est pas irréaliste du tout, hein. Pas du tout, du tout. Si on continue à travailler de la même façon. On y reviendra juste après. C'est une des mauvaises nouvelles pour les ESN qui puisque moi je dirige une ESN, on doit se réorganiser et se réinventer.
Autre effet, c'est l'effet sur la dette technique. Aujourd'hui, en fait, on sait que dans pas mal d'entreprises, il y a des outils où plus personne ne sait trop comment ça marche. On a peur d'y toucher parce que sinon on va tout casser. Il y a des nouvelles versions, mais on hésite à passer en Odoo 8. Et encore, Odoo, c'est même pas du développement spécifique, mais c'est en la version N plus X, tant qu'on n'est pas obligé parce qu'il n'y a pas de support. Aujourd'hui, en fait, patcher, ça peut revenir à réécrire. Donc, et réécrire coûte moins cher que patcher à partir du moment où on a les spécifications. Sur des grosses applications, ça va aller plus vite, encore une fois, de réécrire des morceaux de code, par exemple le front, à partir de la spec, que de passer d'Angular 2 à Angular 3, 3 à 4, 4 à 5, etc. Tout réécrire. Et d'ailleurs, on va peut-être même pas réécrire en Angular, on va réécrire en Vue ou en React ou en je sais pas quoi, parce que ce sera plus pratique pour d'autres raisons. Et le coût est le même, encore une fois, là aussi le coût est le même. Voilà. Donc, la bascule, elle est possible. Pourquoi? Parce que la spécification, c'est vraiment l'actif durable. On y reviendra après. C'est plus le code. En fait, le code, c'est un artefact, il y a juste après là-dessus, qui est quasiment jetable et qui pue l'artefact stratégique. L'artefact stratégique, c'est vraiment la spécification. Il est remplaçable facilement, très rapidement. Et la TMA classique, en fait, elle facture aujourd'hui le maintien d'un actif, mais qui va être régénéré et qui peut être régénéré et qui est très souvent maintenant régénéré. Alors pour des applications legacy qui tournent depuis très longtemps et qui sont énormes, on verra que c'est pas toujours si facile, mais quand même. Et on voit qu'en fait, avec le temps, plus on patch et plus le coût du patching devient important, alors que la régénération, elle est un peu plus chère parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, parce que pour tout un tas de raisons, mais beaucoup moins que les évolutions qui sont uniquement techniques. La fin du code comme asset stratégique, aujourd'hui, en fait, l'IA, on voit, elle génère le code. Alors, un coût quasi nul, c'est le coût des tokens, mais ça va tellement vite. Encore une fois, on peut générer du Java aussi facilement que du TypeScript, que du Python. La rareté, elle migre vraiment du comment je le fais vers le quoi et le pourquoi. Et l'asset, c'est vraiment l'architecture, les données métiers et la spécification. Le code, encore une fois, ça devient vraiment un artefact qui est plus important, qu'on va presque plus voir bientôt, on verra l'application finale, mais le code beaucoup moins. La capacité à cadrer le bon problème, c'est vraiment ce qui est déterminant maintenant pour les équipes de développement et même pour les développeurs. Un des impacts, c'est la fin, et on ne va plus avoir de demande de le dev Vue.js qui connaît la version, j'étais un peu loin dans les points 32, la version 3 avec 5 ans d'expérience, on voit en fait que ça va être de moins en moins demandé, et c'est déjà moins demandé. Moi j'ai vu des demandes de clients qui demandent, et j'étais étonné, on veut un dev qui a la tête bien faite. C'est marrant ça, parce qu'avant c'était ça la demande. Et en lui demandant, c'est pourquoi? Parce que ils veulent expérimenter le vibe coding, c'est pour expérimenter là, et ils veulent des gens qui sont capables de le faire, et ils ont dit la tête bien faite, alors je sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être qu'ils évaluent ça sur place. Mais voilà, donc on aura de moins en moins de besoins de spécialisation, et donc aussi de moins en moins de spécialisation chez les développeurs. Aujourd'hui, je suis développeur React, je suis développeur iOS, je suis développeur iOS ou Android. C'est pas, parfois on a EU, mais j'ai une expertise dans un. Aujourd'hui, en fait, on va pouvoir aussi facilement faire une application Android qu'une application iOS si on connaît bien les écosystèmes. Aussi, un point d'interrogation sur les développements hybrides, sur tous ces frameworks de développement mobile hybride qui permettent de faciliter le passage de l'un à l'autre avec une base de code commune, réutilisable facilement, avec des problèmes de support des versions, des dernières versions, de maturité du framework. Aujourd'hui, si on a des spécifications bien cadrées et qu'on maîtrise les écosystèmes, en fait, on peut vraiment faire en parallèle. J'ai deux équipes d'agents, une qui me développe l'application Android, l'autre qui me développe l'application iOS native. Et ça fait beaucoup moins d'erreurs, en fait, parce que le natif, il est plus facilement vérifiable. La doc, elle est à jour, etc. Alors que sur les frameworks, tout framework hybride, c'est plus compliqué. Donc on va voir des changements comme ça, beaucoup moins de spécialisation sur des technologies ou sur des techniques. Est-ce que la frontière développeur front-end versus full stack versus back-end va rester? Je sais pas. Peut-être, mais en tout cas, plus sur une techno bien particulière, c'est quasi sûr. Spring Boot versus J2E versus je sais pas quoi. Ça, on le verra beaucoup moins, voire plus du tout. Une question aussi dans tout ça, c'est comment
on passe de j'ai pas d'expérience à j'ai l'expérience suffisante pour utiliser ces outils-là. Là, il n'y a encore pas de réponse, mais c'est une vraie question que tout le monde se pose. Nous, on voit aussi qu'il y a une demande beaucoup plus faible de profils juniors. Les clients, ils veulent tous du 5 ans d'expérience. Ok, mais comment on fait pour avoir 5 ans d'expérience si vous embauchez que des gens qui ont 5 ans et vous demandez à vos prestataires que ça. Donc là, il y a une vraie question qui n'est pas que technique d'ailleurs, hein, qui est aussi presque sociétale. C'est comment, pour ces métiers-là, eh bien en fait, est-ce qu'on rallonge les études et on compte que les études c'est de l'expérience? Est-ce qu'on fait des projets à blanc? Je sais pas. Là encore une fois, il n'y a pas de réponses qui sont toutes faites. C'est vraiment en collaborant correctement avec les clients qu'on va trouver la bonne façon de faire. Mais il y a un vrai enjeu d'acquisition de l'expérience qui permet vraiment d'utiliser tout ça à fond. Et sinon, on va voir quoi? On va voir ce qui se passe avec toute évolution, voire révolution technologique, un accroissement des inégalités entre les gens qui savent capter la valeur et les gens qui ont beaucoup plus de différences. Alors ça ne veut pas dire que les gens seront plus pauvres ou seront plus en difficulté, mais ça veut dire que les inégalités, donc la différence entre ceux qui captent la valeur et ceux qui n'arrivent pas à la capter, elle va être de plus en plus importante. Il y a un vrai risque avec l'IA générative, pour le code ou pas d'ailleurs. Nous, on a une chance, c'est qu'on est dans le métier qui est le premier impacté massivement par ça. Il y a aussi la com, il y en a d'autres aussi, mais le métier du code, c'est vraiment celui qui est le plus impacté. Et on va voir dans quelques années, ça va être pareil pour d'autres métiers, les comptables, les marketing, etc. Les juristes aussi, ça va changer. Nous, on est les premiers, donc on a un peu d'avance. On est embêté avant, mais une fois qu'on aura trouvé la maturité, une fois qu'on saura comment répondre à ces nouveaux enjeux, eh bien, on pourra conseiller nos clients et puis ça sera derrière nous. Et les autres le feront après. Qu'est-ce qu'on peut pas régénérer? Par contre, il y a des choses quand même, on peut pas tout refaire. Le savoir implicite, donc il y a des choses qui sont pas codées, qui sont même pas spécifiées, mais qui sont que dans la tête des concepteurs d'applications, et voire même, pire, dans la tête des utilisateurs, qui, sans s'en rendre compte, utilisent l'application d'une certaine façon, parce que c'est comme ça que ça marche. Et l'utiliser différemment, ça marche pas. Donc en fait, les gens ont intégré les travers de l'application. Ils les ont pas documentés quelque part, ils l'ont fait. Donc on refait une nouvelle application, toute propre, mieux. Mais en fait, les utilisateurs, ils ont du mal ou ils savent plus l'utiliser pour ça. Tout ce qui est savoir implicite. Le couplage invisible aussi. Donc dans des gros systèmes legacy spaghetti, il faut savoir mettre des frontières pour pouvoir. Si on veut pas tout régénérer, et tout régénérer c'est risqué et c'est peut être coûteux aussi. Mais en tout cas risqué, ne serait-ce qu'en test de test et de bascule. Il faut savoir découper en blocs indépendants avec des interfaces. Hein, et c'est pas toujours si facile. Et il y a beaucoup de choses qui sont couplées et en fait on le sait même pas. Et enfin la réglementation, le risque réglementé sur des sujets à impact réglementaire potentiellement fort, les CRR coûtent très cher. Donc en fait on peut pas se permettre de faire ça et il faut, on peut pas régénérer, vérifier, etc. On peut pas faire ça. Il faut être sûr du premier coup. Il faut faire des audits, des assessments. Et voilà. Donc ça c'est des exemples de choses qu'on peut pas régénérer. On peut pas tout régénérer, mais il faut en fait choisir les targets sur lesquels on peut le faire et aussi calculer surtout le TCO total du coût de possession de l'asset final, de l'asset régénéré versus de l'asset de la dette technique quand on parle de dette technique. Autre effet, le paradoxe de Jevons. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, paradoxe de Jevons, il y a pas mal de choses. Voilà. Donc c'est en gros une technologie, on peut faire beaucoup plus vite avec le même nombre de personnes. Donc le premier réflexe, ce serait de dire en fait du coup on va avoir beaucoup moins de personnes qui travaillent sur le sujet parce qu'on peut faire plus vite avec moins. En réalité, ce qu'on voit, c'est que souvent, en fait, ça génère plus. Et le fait de pouvoir générer plus de logiciels, ça va de générer plus vite, du logiciel, ça va faire qu'on va générer plus de logiciels. Et je suis sûr, quasiment, qu'à titre individuel dans la salle, depuis que certains d'entre vous ont commencé à utiliser les outils de vibe coding, vous générez plus de logiciels. Vous faites des projets que vous auriez jamais fait avant. Voilà. Et paradoxalement, alors moi je vois pour moi, l'IA générative me fait beaucoup plus travailler que pas d'IA. Parce que, en fait, je passe mon temps en libre à faire des projets, à m'amuser, à faire des trucs, je sais pas ce que ça va donner, peut-être pas, mais juste pour le fun. Voilà. Et en fait, en réalité, je travaille, il y a tout un tas de choses que je faisais pas avant, que je fais maintenant avec l'IA. Et en temps de travail, c'est plus. Voilà. Et ça, c'est donc, l'IA, pour certains en tout cas, l'IA et l'IA générative ne vont pas faire qu'on travaille moins, mais ils vont faire qu'on travaille plus. Par contre, il y a des choses où j'avais besoin avant d'une équipe de 5-6 personnes, où maintenant j'ai plus besoin, je suis arrivé à faire tout seul. Donc ça, c'est un autre paradoxe. Voilà. Donc, plusieurs impacts quand on parle de l'impact du paradoxe de Jevons de l'IT. Premièrement,
Des projets qui n'avaient pas de rentabilité avant deviennent rentables. Un projet qui permet d'améliorer la productivité d'une équipe de 4-5 personnes, si l'IT interne dit à mon service, ah oui, ça coûte 200 000 euros, on va pas le faire. Si on dit ça coûte vite 10 000 euros, 15 000 euros, là, ils le font. Même si c'est jeté après, en fait. La rentabilité, elle est immédiate, quasiment. Et là, il y a une vraie opportunité pour les IT internes de reprendre, alors du pouvoir, c'est peut-être pas du pouvoir, mais de reprendre le contrôle sur un certain nombre de projets, d'outils, d'informatique sauvage, et aussi, surtout, d'avoir un impact bêtement sur la productivité de l'entreprise plus important en digitalisant plus qu'avant. Parce que la rentabilité d'un projet, elle est beaucoup plus vite. Autre effet, c'est migrer le coût de la licence vers le spécifique. Et là encore, moi j'ai plusieurs clients qui qui ont dans leur budget informatique un coût de licence qui est énorme. Et je reviendrai, Jira, Odoo, etc. Ils regardent clairement quelle partie de ce coût de licence ils peuvent supprimer en faisant du développement interne, du développement vibe codé en interne, pour des logiciels qui sont stratégiques, pas stratégiques, et encore. Voilà. Et encore une fois, on a dit, chaque baisse de coût, elle a augmenté le nombre de développeurs et pas l'inverse jusqu'à maintenant. Il n'y a pas forcément de raison que le nombre de personnes qui créent des applications, alors pour pas appeler développeurs, le nombre de personnes qui créent des applications va augmenter, c'est quasi sûr. Voilà. Et il faut une expertise pour le faire. Donc ça, on va peut-être pas appeler développeurs, mais les vibe codeurs, il y en aura de plus en plus parce que on peut plus vite avoir un résultat. Donc là, c'est le cas de migration des licences. Aujourd'hui, en fait, on a notamment un cas sur lequel le client il nous dit « Dites-moi combien ça coûte de réécrire ce qu'on utilise de Jira ». Parce que Jira, ça va dans le cloud maintenant, on est obligé, il y a tout un tas d'inconvénients, ça coûte cher. Voilà. Et les logiciels métiers, et j'ai un autre cas aussi où, en fait, on avait développé pour un client une application de gestion de rendez-vous qui se connecte à Odoo. Et en fait, donc le truc marche, etc. Puis moi je dis donc il me demande, on peut faire avec Odoo. Je dis oui, on peut faire avec Odoo. On va chercher, puis quand ça marche, je demande mais vous faites quoi avec Odoo? Ah ben on crée les praticiens, c'est dans le monde de la médecine, on crée les praticiens, les clients, et puis on envoie les mails. Okay. Et puis ça fait même pas les factures, je crois. Je suis même pas sûr que c'est. Et on envoie les mails. Je dis ben regardez dans les écrans là, si je rajoute un bouton edit sur les praticiens, sur le client, et que je rajoute un truc dans votre mail où normalement on sait le faire sur Odoo, vous avez plus besoin d'Odoo. Ah bah oui, puis ils ont enlevé Odoo. Donc bon, ils l'utilisaient pour une petite partie uniquement, mais en fait souvent on utilise la petite partie des fonctionnalités de l'outil, et en plus cette partie des fonctionnalités, elle est, si on devait la développer nous comme l'a fait l'éditeur du logiciel, c'est compliqué parce que Odoo, ça doit être utilisable par la boulangère du coin, par le cabinet de comptable, par la banque privée, par tout le monde. Donc évidemment que ça doit être hyper fourni en fonctionnalités et hyper paramétrable. Mais moi, pour mon use case à moi, j'ai pas besoin de toute cette paramétrisation. Je peux développer directement ce dont j'ai besoin. Et moi, j'anticipe quand même, et ça c'est un point positif pour les ESN, qui vont pouvoir avoir ce business-là aussi, que de redévelopper des parties, en tout cas, voire des utilisations complètes de logiciels qui sont utiles sans être stratégiques pour le client. Voire même, on est en train de regarder, même sur des logiciels comme Temenos, qui sont super compliqués, d'envisager, au moins de faire l'exercice intellectuel, de voir s'il fallait le développer, est-ce que c'est possible ou pas. Aussi parce que les CIO, ils ont envie de garder la taille de leur équipe, et donc en fait ils vont essayer de trouver les raisons qu'il faut qu'ils continuent à avoir besoin de leur taille d'équipe, c'est humain, ça marche comme ça, et ça peut être très positif pour les entreprises, ça peut changer complètement la configuration des IT, où aujourd'hui beaucoup de données sont dans le cloud, on peut imaginer qu'on récupère la propriété de nos données, alors pas forcément chez nous, mais dans des data centers sur lesquels on a la responsabilité, et pas chez Microsoft ni chez AWS. Et puis toutes les applications qui vont taper dans les données là, sont des applications spécifiques, jetables, qu'on va faire évoluer au fur et à mesure des besoins. ESN IT interne, même choc sur opposé, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça quand même. Quand on a une productivité multipliée par 5, pour une boîte comme nous, c'est potentiellement une menace de vie ou de mort si on n'arrive pas à se réinventer et en prendre compte au ouverture. Pour les DSI internes, c'est génial à court terme parce que c'est des coûts divisés par 5 potentiellement. Où il y avait besoin de 5 personnes avant, j'en prends une, donc c'est tout bon. Pour les ESN, le fait d'avoir plus de projets potentiels, de plus petits projets, c'est bien. Maintenant, il y a quand même un problème, c'est la capillarité.
la capillarité des clients, et il faut aller chercher ces projets-là. Et donc, en fait, il y a un coût de commerce qui est plus important parce que c'est des plus petits projets, donc il faut aller en chercher plus pour avoir la même rentabilité, parfois une rentabilité meilleure. Voilà. Alors qu'en interne, en fait, il faut aller capter les besoins des utilisateurs et de leur montrer surtout qu'on sait rapidement leur proposer quelque chose. Le lendemain du moment où on a capté le besoin, on sait leur proposer au moins un mock d'une interface qui peuvent valider et quelques jours après, une première version de l'outil. Donc pour les ESN, on y reviendra maintenant, l'enjeu c'est vraiment de changer d'unité de valeur de ce qu'on vend, de plus vendre de jour homme, parce que c'est plus adapté. Et pour les IT internes, c'est de se reconfigurer et surtout de reconfigurer la proposition de valeur qu'ils ont pour leur entreprise. Et c'est revenir en fait à vraiment être l'outil qui va augmenter la productivité, la performance de l'entreprise sur tous les aspects qui soient internes ou externes. Donc la fin possible du body shopping, donc où la valeur c'est le temps passé. Il y a en fait. Alors en réalité, moi j'ai jamais trop compris, mais bon c'est comme ça. C'était déjà vrai avant parce que on sait qu'entre un bon développeur et un moins bon, on a souvent des rapports x3 de productivité. C'est tout à fait possible. Hein. Souvent en plus celui qui travaille plus vite, il fait moins de bugs. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais ça choquait jamais les clients de payer les deux le même prix. Et puis même celui qui travaille plus lentement, il faut le garder plus longtemps. Donc à la fin, il coûte même plus cher. Mais ça choque pas. Bon, avec l'IA, ça va être plus compliqué à faire la même chose. On va pas pouvoir le faire trop longtemps dès que les clients vont s'apercevoir du vrai potentiel d'augmentation de la productivité. Donc cette unité de valeur vendue qui est le jour homme, ça va être vraiment compliqué de la garder dans le temps. Voilà. Et là, aujourd'hui, il faut trouver ce qu'on va remplacer. Voilà. Voilà, donc ça j'ai redit la même chose. On va plus pouvoir en fait facturer. Quand aujourd'hui en 2 semaines on fait la même chose que 5 juniors en 3 mois, voilà, on perd si on facture le jurôme, on perd des deux côtés de toute façon. Hein. Parce qu'avant, même une personne en fait, il lui fallait plus de temps pour le faire. Donc il faut qu'on vende autre chose. Que peut devenir le TGM? Le TGM, le taux journalier moyen, le prix moyen. Donc premier scénario. La compression, le marché, on continue à vendre du jour homme, mais en fait ça va être tiré vraiment vers le bas, parce que il va y avoir une concurrence acharnée là-dessus. Comme ça va plus vite, ça doit coûter moins. Et en fait, on va être piégé dans ce modèle-là. On pourrait en réalité le vendre plus cher, puisqu'on est capable de faire plus. En réalité, en fait, naturellement, je fais aujourd'hui en un jour ce que je faisais avant en 3 jours. Donc je pourrais dire au client, je vous vends 3 fois le prix, puisque je le fais 3 fois, je ferai 3 fois. Maintenant, il y a d'autres problèmes, c'est que cette valeur créée par le logiciel, il faut que l'entreprise sache la capter et la transformer en valeur métier, ça c'est plus compliqué. Mais la réalité, elle est inverse, c'est que le client, il va dire non, je vais vous prendre moins cher le jour. Voilà. Deuxième scénario, c'est que le TGM va monter pour des profils rares, mais le nombre de jours facturables va baisser aussi si le client fait pas autre chose, donc il faut accompagner le client ailleurs. Et le scénario 3, qui est à mon avis le plus probable, c'est la fin de cette unité-là, et puis il faut trouver autre chose à vendre. L'équation magique, en fait, mais comment la rendre effective? Magique, c'est ça, c'est un truc bête, on multiplie la productivité par 3, on divise le coût par 2, notre chiffre d'affaires augmente de 50%. Parce que 3 divisé par 2, ça fait 1,5, et donc voilà. En gros, si on arrive à déployer le même travail et à vendre le même résultat au client, eh bien, on arrive à faire payer le client 2 fois moins cher, tout en augmentant notre chiffre d'affaires. Vous faites un calcul rapide, c'est ça. Et donc, quand je vais voir les clients, je dis, on va vous fournir le même résultat pour la moitié du prix. Ça vous intéresse qu'on travaille là-dessus? Ils disent tous oui. Après, le problème, c'est comment on mesure le résultat. Aujourd'hui, la mesure, c'est le jour homme. En fait, on ne mesure pas, encore une fois, ce que fait la personne en un jour, pour ceux qui travaillent en ESN qui sont chez un client. Et en fonction de ce que fait le client, de son efficacité, vous allez faire plus ou moins. Mais on fournit que le temps, on regarde que le temps. Maintenant, comment fournir le résultat ou le travail, en fait, on peut dire, pour le même travail, je vous le facture 2 fois moins cher. Voilà. Il faut arriver à le mesurer. Ça, c'est pas évident. Alors, il y a plusieurs unités de valeur possibles. La traduction d'un besoin métier en système qui marche. Voilà. Encore faut-il arriver à voir comment on valorise ça.
Hein. Et si aujourd'hui, à chaque fois, la difficulté, c'est qu'à chaque fois, on retombe, parce que on est construit comme ça, en jour homme. Il faut mesurer, il faut évaluer le projet. Et ben, le projet, on l'évalue en jour homme. Ce qui est d'ailleurs fou, c'est que quand on évalue un projet en jour homme, on l'évalue indépendamment de l'équipe qui travaille dessus. Alors qu'en fonction de l'équipe, je peux vous dire que le résultat, il n'est pas le même. Hein. Mais c'est comme ça, voilà. Donc là, il y a un vrai enjeu d'arriver à oublier cette unité de calcul-là qui est le jour homme. Voilà. La garantie, donc l'engagement de résultat de maintien, la capacité à régénérer une application, ou les jugements experts, c'est facturer en fait la décision. C'est facturer vraiment l'endroit et facturer très cher l'endroit où on travaille. C'est l'histoire du plombier qui arrive chez le gars qui a déjà fait passer plusieurs plombiers, ça lui a coûté, mais ils n'ont jamais réussi à résoudre son problème de canalisation. Le gars, il vient, il fait comme ça, il fait tac tac là, il visse un coup là, et c'est résolu, tout. Il dit, ça fera 1000 euros. Vous êtes fou, 1000 euros pour tourner une vis? Il dit, non, tourner la vis, c'était 50 euros, 950 euros pour savoir où il faut taper pour trouver la vis qu'il fallait tourner. C'est un peu ça, voilà. Donc ce jugement expert, le facturer ce jugement expert, c'est possible là aussi quand le client voit le résultat, même si après, en fait, si le client il voit la personne regarder tourner les agents, il va avoir mal au ventre parce qu'il aura l'impression que en fait le gars a rien fait. Et c'est savoir comment prompter et quelles sont les instructions et quels sont même les skills qu'on utilise qui est important. Une minute, ça va. Donc finalement, ce sera ni la fin ni le statu quo, mais il faut vraiment se réinventer. Le x3, il est réel, mais il n'est pas forcément universel en fonction de comment on l'utilise. On a un marché potentiel qui grandit parce que plus de logiciels créés, mais par contre, tout le monde ne va pas en profiter. On va de plus en plus régénérer plutôt que patcher, on va dire. C'est-à-dire, non pas repartir du code existant et appliquer les recettes de migration, mais repartir des specs existantes et redemander de régénérer le code avec la nouvelle version du framework ou du logiciel. Abandonner le jour homme, et puis un transfert de budget de la licence vers le développement ou de nouveaux projets qu'on n'envisageait pas de faire avant, les faire maintenant. Voilà. Donc, de mon point de vue, on est condamné à faire rapidement évoluer notre modèle. Et le risque, c'est d'attendre que les clients se rendent compte de tout ça, en fait, de la réelle augmentation de productivité et de commencer à la mettre en œuvre. Parce qu'on peut être tenté de dire, oui, mais pour l'instant, moi, on m'a jamais demandé de faire du développement vibe coding. On m'a jamais demandé de réduire, de trouver autre chose que le jour homme comme unité de valeur vendue. On continue à m'acheter du jour homme. Tant que c'est comme ça, je croise les doigts et puis peut-être que j'arriverai à la retraite comme ça. C'est le vrai risque pour les ESN de pas se poser la question et de pas tout de suite former les gens, de pas tout de suite aller proposer aux clients. Et en fait, il faut scier la branche sur laquelle on est assis, vraiment. C'est une expérience qu'on est connue, mais il faut faire ça. Et il faut apprendre en avançant. Nous, on n'hésite pas à aller voir les clients, on peut dire, voilà, on peut vous aider à réorganiser votre service de développement pour utiliser à fond l'IA. On sait que peut-être vous allez faire moins appel qu'à nous, à nous qu'avant, mais de toute façon, ça va arriver un jour, donc autant le faire le plus rapidement possible pour l'anticiper. Autre chose assez intéressante, c'est on essaie de se projeter un cran plus loin. Là, on génère du code beaucoup plus vite. On a l'IA générative, en fait, on sait ce qui est possible, notamment en termes d'agents métiers. Et on essaie de se projeter, de faire un peu de science-fiction, de se projeter un peu plus loin pour voir quels pourraient être les scénarios suivants. Alors, première étape, c'est les agents intelligents et l'organisation sans middle management. Je sais pas, Jacques Dorsey, c'est celui qui a créé Twitter, hein, pour les plus jeunes d'entre vous. Il a écrit un truc qui s'appelle From Hierarchy to Intelligence, qui est super intéressant, qui montre comment des entreprises entières pourraient être managées, en fait, comment le middle management pourrait être remplacé par des agents intelligents, agents comptables, agents marketing, etc. Et finalement, on aurait quelques founders qui pilotent ces agents-là. Les applis qu'on développe aujourd'hui, souvent, on les développe pour le middle management ou le management comme utilisateur. Si à la place du management, on a des agents comme utilisateurs, on va devoir développer des applications non pas pour des humains, mais pour des agents intelligents. Qu'est-ce que c'est qu'une application utilisée par un agent intelligent? Alors ça peut être une API, ça peut être etc., ça peut être un MCP, ça sera peut-être ça. Ça sera une application qui, au lieu d'exposer du UI, expose du MCP, ça va être ça dans un premier temps, voilà. L'étape suivante, c'est, vous avez peut-être remarqué, des fois, quand vous posez des questions à Claude ou à même ChatGPT, il écrit un petit script Python, il exécute le script Python et puis il vous renvoie le résultat. Eh ben, on peut peut-être imaginer qu'à un moment donné,
On n'aura même plus d'application à développer. Pourquoi? Parce que les agents, on va leur donner les données, le modèle à cadre, et les agents vont développer leur application au fur et à mesure des demandes qu'on va leur faire. On leur fait une demande où ils savent qu'ils ont la comptabilité à faire, ils vont développer on the fly quasiment. Alors là, c'est un peu radical pour un logiciel comptable, mais quand même, pourquoi pas? Ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent les règles, et ils vont développer on the fly les outils qui vont permettre d'aller chercher les bonnes requêtes dans la base de données, qui vont les récupérer, qui vont les croiser avec d'autres données, et ils vont donner le résultat final et jeter le logiciel ensuite. Donc, il n'est pas complètement inimaginable, alors il y aura d'autres scénarios possibles, mais qu'on passe du no-code au no-soft, où en fait, on ne devra plus forcément développer d'applications, développer de grosses plateformes, mais on va interagir avec des agents. Alors, comment on interagit, c'est encore un autre sujet, mais on va interagir avec des agents qui vont eux-mêmes développer leurs outils. Il y aura les créateurs d'agents qui vont capter la grosse partie de la valeur si on change pas. Mais le monde dans 10-15 ans, du logiciel dans 10-15 ans, ça peut être celui-ci. Merci pour votre écoute. J'ai écouté. Bon. S'il y a des questions. Merci, Fabrice. Question pour toi, est-ce que tu penses que c'est les ESN qui doivent payer les licences de Claude Code à leurs salariés, ou est-ce que tu penses que c'est le client final qui doit payer ses licences? À court terme, les ESN, parce que... alors déjà, c'est pareil. À leurs salariés, quand ils sont chez le client, tu veux dire? Oui, voilà. Oui, quand ils sont en mission, pardon. Ouais, quand ils sont en mission. En fait, alors nous, à court terme, c'est nous qui le payons, parce que le client, il le fait pas forcément, parce que, etc. Il y a d'autres cas où il y a certains clients qui ont déjà choisi une target en termes d'agents. Nous, on utilise copilote, je sais pas quoi. À ce moment-là, c'est leurs outils et ceux, donc ça va en fait dépendre. C'est presque la même question, ceux qui payent IntelliJ, est-ce que c'est le client ou le SN. Quand aussi il y a les cas où les clients laissent la main, dites, vous utilisez ce que vous voulez, mais c'est vous qui le payez. Voilà, parce que c'est aussi le cas. Là, en fait, là, ça va être le SN. Donc, on voit tout un tas de cas différents, mais je pense que moi, je sais bien de venir avec ces outils, avec ces bons outils, et pour peu que le client nous impose pas les outils, c'est ça. Voilà, c'est plutôt quand le client impose pas l'outil, c'est le SN qui paye et qui utilise le bon outil. Quand le client impose l'outil, c'est lui qui le paye. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très pratique. Aujourd'hui, toutes les présentations qu'on voit, en fait, elles se basent dans un monde qui est un peu infini, notamment au niveau de l'énergie, des matières premières et des data centers au niveau des calculs d'IA. La tendance qu'on voit arriver, notamment avec les derniers modèles qui ont été arrêtés par les États-Unis, c'est qu'on risque d'avoir des IA à deux vitesses. Est-ce que vous envisagez déjà ce genre de choses, des coûts qui augmentent drastiquement, des gens qui accèdent à l'IA, d'autres pas à l'IA? Est-ce que c'est déjà aussi des choses que vous envisagez? Alors, pas à court terme. Parce qu'à court terme, les IA, et je trouve qu'en Europe, on le sait pas assez, l'IA, c'est pas un outil que les gros éditeurs, en fait, type OpenAI, Anthropic, Google et les Chinois mettent à disposition pour faire de l'argent. C'est une arme. Et en fait, ils s'en fichent de la rentabilité. Ce qu'ils veulent, c'est asseoir leur puissance dans un monde où tout le monde va utiliser de l'IA. Et comme j'aime bien dire, j'ai fait quelques articles là-dessus, on se pose jamais la question de la rentabilité d'un Rafale. Quand on achète un Rafale, c'est juste une arme. Voilà. Et en fait, avec l'IA, c'est pareil. Et croire qu'il y a, de mon point de vue en tout cas, croire qu'il y a une bulle IA et que la bulle IA va exploser, ça va pas arriver tout de suite. Parce que les investissements massifs qui sont faits par les États-Unis et la Chine sont faits pour des questions de puissance et c'est de géopolitique et pas on a trouvé un meilleur outil qui va nous permettre de faire plus d'argent. Ça va faire ça à un moment donné. C'est comme le cloud, comme Internet l'a fait, mais à un moment donné, il va y avoir un side effect qui va faire que ça va rapporter de l'argent, voire même beaucoup d'argent, mais pas à court terme. Et donc, je pense pas que les prix des LLM vont exploser maintenant. Après, alors il pourrait y avoir par contre, quand on veut de l'autonomie, nous, en Europe, si on veut de l'autonomie, il faut qu'on se pose la question vraiment d'avoir des LLM moins généraliste, mais beaucoup plus spécialisé, parce que c'est aussi une autre voie. C'est si aujourd'hui, avec Claude Code,
enfin avec Claude, on fait tout, en fait. On fait les recettes de cuisine, les voyages, le code, la comptabilité, on fait tout. C'est pour ça que le modèle, il est énorme, il doit tout savoir. Un modèle qui saurait faire que la comptabilité, que l'extraction de données d'une feuille, d'une ordonnance, etc., ça coûte beaucoup moins cher et c'est souvent même plus efficace. Il y a moins de side effects. Voilà. Donc c'est un autre enjeu, c'est une autre voie de développement, c'est faire tout un tas de petits modèles hyper spécialisés, router vers le bon modèle, les faire collaborer ensemble quand il faut. Et là, ça coûte beaucoup moins cher et on peut avoir une autonomie parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toute cette expertise, d'avoir des modèles généralistes pour avoir un peu, à un moment donné, l'intelligence générale. On a une dernière question ici. Merci pour la très belle présentation. Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu aurais des conseils pour les étudiants actuels en informatique? Des conseils pour les étudiants. En fait, alors, utiliser l'IA. Alors, utiliser l'IA pour apprendre. C'est pas utiliser l'IA à la place de faire, à la place d'apprendre, mais utiliser l'IA pour apprendre. C'est-à-dire poser des questions. Dites, c'est quoi une architecture hexagonale? Pourquoi, là-dessus, il faut plutôt mettre une architecture en couche qu'une architecture hexagonale? C'est quoi? En fait, l'IA, ça peut être un super coach, et ça peut être un prof personnel qui s'adapte à mon expertise et à ce que je sais, et qui sait, en fait, ne pas me répéter les choses que je sais déjà, et me faire un peu monter. Mais il faut l'utiliser. Alors, il y a même des modes, sur OpenAI ou sur Claude, il y a un mode /learn, je crois, qui explique tout ce qu'il fait quand on lui pose des questions, mais je dirais aux étudiants, utilisez l'AI comme un prof, et pas comme quelqu'un qui va faire à votre place. Voilà, ce serait le premier conseil. Merci beaucoup. Merci.